Alexander Volkov qui confirme sa blessure, personne ne veut affronter Evloev en short notice, et Dan Hooker qui rêve d'un combat contre Conor McGregor. Voici une partie du programme de cet épisode. On parlera aussi bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. On en avait parlé il y a quelques semaines, mais Dan Hooker, suite à sa victoire contre Mateusz Gamrot, qui l'a propulsé dans le top de la catégorie, aurait aimé affronter Charles Oliveira. On sait maintenant qu'Oliveira va affronter Chandler, et Hooker est convaincu qu'en cas de victoire, l'Américain se verra offrir un combat pour le titre. Malgré ça, il a quand même plusieurs options pour la suite, comme par exemple le vainqueur du combat entre Benoît Saint-Denis et Moïcano, Max Holloway pour la BMF ou encore Fiziev, mais il a confié qu'un combat contre Conor McGregor reste son premier choix, et cependant il affirme qu'il veut combattre début 2025 et n'attendra pas l'Irlandais indéfiniment. Dan Ige, lui, a confié avoir pendant un moment espéré être sur la carte de la sphère. À 7 semaines de l'échéance, quand il a vu qu'il n'avait toujours pas reçu le coup de téléphone, il s'est rendu à l'évidence, et puis rapidement ensuite on lui a proposé le combat contre Liron Murphy. Son destin était scellé donc, et on en a parlé dans la dernière émission, ces derniers jours il s'est entraîné avec un ancien adversaire, en la personne de Brice Mitchell. Il dit beaucoup aimer s'entraîner avec des gars qu'il a déjà combattus, ça lui donne l'occasion de tester de nouvelles choses, de voir s'il peut trouver des solutions à ce qui lui a posé problème lors du combat officiel, etc. Et puis comme il le dit, à l'entraînement il y a moins d'enjeux, et il est donc plus simple d'être décontracté et de tenter plus de choses. Et il explique aussi que de voir Diego Lopez autant réussir le motive, puisque je rappelle qu'il l'a affronté dans un combat plutôt serré, et combat qu'il avait accepté en 3 heures de short notice. Direction les flyweight maintenant, avec un jeune prospect invaincu venu tout droit du Japon, Tatsuro Taira, 16-0 en carrière, qui s'apprête à affronter l'ancien prétendant à la ceinture, Brandon Royval. Alors il faut savoir qu'il y a un gros respect entre les deux, Ils se sont déjà entraînés ensemble il y a environ 1 an, à l'occasion d'une session de grappling. Tatsuro a expliqué qu'à l'époque, il était bien conscient qu'il serait un jour possiblement amené à s'affronter, mais il pensait pas que ça viendrait aussi vite. Il a aussi raconté que lorsque Steve Erceg a obtenu son title shot, il a ressenti pas mal de frustration, il estimait avoir un meilleur palmarès, mais il enchaîne en expliquant qu'il n'y a pas de prétendant clair à la ceinture dans la catégorie, et qu'avec une victoire sur Royval, il deviendrait le candidat idéal. Et enfin, le scénario de rêve serait de combattre pour la ceinture, chez lui au Japon, pas pour lui et sa fierté personnelle, mais pour permettre au public japonais d'assister à un événement chez eux, et il pense même pouvoir terminer le champion en moins de 3 rounds. L'avenir nous le dira. Des nouvelles d'un ancien champion maintenant, Aljamain Sterling. Il est revenu sur sa situation actuelle, et forcément la blessure qui l'a forcé à se retirer du combat contre Movsar Evloev. Il a expliqué qu'il avait une douleur depuis un moment, mais pensait que ça allait passer. Comme la douleur persistait, il a consulté l'équipe médicale de l'UFC, qui lui a conseillé de prendre 1 semaine et de voir comment ça allait évoluer. Au terme de cette semaine, ça n'allait toujours pas mieux, et les examens ont révélé la blessure. Les médecins lui ont dit que ce n'était pas grand chose. L'UFC lui a fait savoir qu'il préférait qu'il ne combatte pas blessé une nouvelle fois, mais que la décision finale lui revenait, et puis aujourd'hui il est convaincu d'avoir pris la bonne décision en se retirant de ce combat. D'ailleurs, il continue de s'entraîner avec une intensité, d'après ce qu'il dit, entre 55 et 70%, et il ne fait pas de lutte pour ne pas tomber sur son bras et aggraver la blessure. Alors on pourrait trouver ça idiot de continuer à s'entraîner alors qu'il vient de déclarer forfait pour blessure, mais il se justifie en expliquant qu'il compte revenir pour décembre et qu'il ne veut pas perdre tout son cardio et repartir à zéro pour son prochain camp d'entraînement. D'ailleurs, il espère que Evloev va accepter de l'affronter pour décembre, sinon il aimerait Diego Lopez. Rien de personnel, mais il pense que pour se rapprocher de la ceinture, c'est le combat idéal. Il a longtemps eu des vues sur Ortega, mais avec ce qui s'est passé à l'UFC Noche, le battre ne lui permet plus de se rapprocher autant de la ceinture. Et puis le journaliste lui fait remarquer qu'il s'est entraîné avec beaucoup de combattants du top de la catégorie, comme Diego Lopez, Brian Ortega ou Brice Mitchell par exemple, et il lui demande si ce n'est pas un problème, puisqu'il pourrait potentiellement les affronter maintenant qu'il a décidé de combattre en poids plume. Il répond que non, que c'est surtout une relation professionnelle, rien à voir avec ce qu'il connaît avec Merab Dvalishvili, qu'il considère comme un ami très proche. Il a rencontré sa famille, etc. Il a aussi affirmé qu'il ne retournera pas en poids coq, et que si son aventure se passe mal chez les plumes, il prendra sa retraite. Mais il assure que ce n'est pas parce qu'il dit ça qu'il a déjà un pied hors de la cage. Et puis pour conclure, on lui a demandé de donner son avis sur la prise de ceinture de Merab. Il est forcément très content et dit ne pas avoir été trop nerveux pour son ami. Il n'enlève rien à O'Malley qu'il respecte beaucoup, mais estime que si tu ne fais pas d'erreur et ne lui donnes pas d'occasion de te contrer, alors il devient tout de suite beaucoup moins dangereux. Et puis il savait que Merab était prêt à 100% pour ce combat. Et puis sinon, c'est officiel, Alexander Volkov l'a confirmé, il ne combattra pas au mois d'octobre. À Abu Dhabi, le combat est annulé, il est blessé au genou,
il espère pouvoir revenir très rapidement à la salle et puis pouvoir rebooker un combat dans les plus brefs délais. Et il dit je vous tiendrai informé, donc espérons que ça vienne assez rapidement. Des nouvelles du plus jeune combattant du roster UFC maintenant, Raúl Rosas Jr., qui a envie de se tester et aimerait que l'UFC lui donne un combattant du top 15 pour sa prochaine apparition dans la cage. Je rappelle qu'il est sur 3 victoires de suite et jouit d'une certaine notoriété, ce n'est donc pas impossible. Un combat de vétérans maintenant avec Anthony Smith et Dominique Reyes qui vont s'affronter le 7 décembre prochain. Les deux en sont au même stade de leur carrière, je dirais. Ils ont tous les deux connu le gratin de la catégorie et ont même eu leur chance face à John Jones. Reyes était passé tout proche de l'emporter. Smith aurait même pu prendre la ceinture sur une disqualification de Jones. Bon, depuis ça, ils ont tous les deux connu des moments très difficiles, mais je préfère les voir s'affronter entre eux plutôt qu'ils servent de gatekeeper face aux jeunes loups de la catégorie. Le coach de Khalil Rountree est convaincu que Pereira va envoyer un takedown dans leur combat. Il explique que le Brésilien l'a déjà fait et qu'il le refera, mais assure que Khalil Rountree, lui, fera tout pour que le combat se passe debout. D'ailleurs, concernant cet affrontement, Jamal Hill pense que Pereira va avoir du mal, tout simplement parce que Rountree est gaucher et que Pereira n'a jamais été à l'aise face aux fausses pattes. Une sortie pas très encourageante pour Aspinall maintenant, puisque Cormier pense que si Jones ou Miocic venaient à déclarer forfait, le combattant toujours en lice n'accepterait pas d'affronter l'anglais. Et j'avoue que je ne lui donne pas forcément tort sur ce coup-là. Et puis il semblerait que Movsar Evloev ne combattra finalement pas à l'UFC 307, puisque personne ne semble prêt à l'affronter en short notice. Si c'est le cas, il s'agit du 8e combat annulé pour le Russe depuis qu'il a rejoint l'UFC en 2019. Et écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Pensez à liker, vous abonner, commenter, et tout de suite on passe à vos réflexions avec la Minute Auditeur. Et je commence la minute auditeur avec Ced MTL Rules qui me dit « En ce qui concerne la sphère, perso, je préfère les arènes bien bruyantes qui surplombent la cage à 360 degrés, même si visuellement ça en jette, j'ai trouvé l'ambiance trop feutrée. Samedi à Paris, la France va montrer au monde. » Alors moi, je l'ai dit, j'ai adoré la sphère, j'ai adoré le show sur les écrans, etc. C'était magnifique. En plus, on est monté en gamme petit à petit. Par contre, je suis d'accord avec toi, quand tu as une foule qui est à fond, comme ça peut être le cas en Angleterre, comme c'est toujours le cas en France, ça ajoute vraiment quelque chose en plus. Et j'espère que ça sera de nouveau le cas à Paris ce week-end. Ensuite, j'ai It's Purizer qui me dit... Ça fait plaisir de t'en voir sur YouTube. Bah, les gars, c'était les vacances, donc je pense que l'algorithme m'a un peu puni parce que ma vidéo d'hier, elle a pas marché du tout. Alors, je sais pas si c'est le nouveau style de miniature. Aujourd'hui, je mets une autre miniature pour voir et les gens ont peut-être pas reconnu ou si juste l'algorithme m'a fait redescendre, mais je fais 3 fois moins de vues que d'habitude. C'est quand même un peu bizarre, mais écoutez, c'est comme ça. Tu me dis, pour revenir aux choses sérieuses, j'ai vraiment peur pour Gomis à l'UFC Paris. Brito est un tueur. C'est lui qui a sorti Diego Lopez des Dana White Contender Series. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoute, Gomis, comme je te disais, pour l'instant, il a toujours gagné, mais sans convaincre. Tu vois, les gens te disent, ouais, bon, ça passe tout juste, c'est un peu chiant à regarder. Là, s'il prend un mec qui a sorti Lopez, tu vois, il y a une petite histoire. En plus, il va être testé, donc là, s'il perd, il perd. Bon, bah voilà, on sait que c'est un peu juste, qu'il va falloir retravailler. Mais s'il gagne, on va dire, ok, jusqu'à maintenant, c'était peut-être un peu limite, mais là, il a montré qui il était. Donc, je pense qu'il a quand même beaucoup à gagner dans ce combat. Tu me dis, pour Joussé et BSD, ça va être chaud aussi. Ouais, bah BSD, moi je pense qu'il peut le faire. Moïcano, il a un style très ouvert. Si Benoît Saint-Denis le touche, comme Turner avait touché Moïcano, Benoît Saint-Denis va lui sauter dessus au sol. Donc ça va être un très bel affrontement. Je dis pas que c'est fait, je dis pas que c'est gagné, mais je suis quand même confiant pour Benoît Saint-Denis. Après, c'est son premier combat. Maintenant, il revient du chaos. Et c'est une nouvelle équipe, un nouveau coaching, surtout pour ce qui est du pied-point, avec, j'allais dire, avec Lopez qui n'est plus là, mais non, avec Daniel Warin. Donc c'est aussi un tournant dans sa carrière. On aura l'occasion d'en reparler cette semaine. Et puis, pour Joussé, il prend Brian Battle, c'est un petit nom. Joussé, je l'ai vu combattre, mais j'ai encore plein de questions. On l'a pas vu contre le gratin. Pour l'instant, il a plutôt impressionné. Moi, je pense qu'il peut le faire. C'est l'occasion d'accrocher un petit nom. C'est pas le plus gros nom de la catégorie, mais pourquoi pas. J'ai encore beaucoup d'interrogations, mais ça me semble pas impossible qu'il passe Brian Battle. Et quid de Nassour contre Allen en 3 rounds? Alors, j'aime beaucoup Allen. Je pense que Nassour peut le faire. Allen est très bon au sol, Nassour peut peut-être briser Allen mentalement aussi, on sait qu'Allen a eu des soucis avec ça, il travaille avec un psy du sport, il y a peut-être un petit truc à faire là-dessus, maintenant je sais pas. Je pense que Nassour peut le faire, mais ça va être un combat très dur, et en tout cas battre Allen ça veut dire que tu es dans le top de la catégorie et presque que tu es prêt à avoir un combat pour le titre, je pense pas qu'il l'aura tout de suite après, mais pourquoi pas, ça veut dire qu'il est là, ça veut dire qu'il est en place et qu'il peut battre l'élite de la catégorie. Je pense qu'il va l'éteindre avec sa box in and out, donc tu parles de Nassourdine Imavov. Bref, good luck à tous les Français pour Paris et pour Gann, je pense qu'il est un peu cramé avec l'UFC, donc il va devoir ramer et accepter n'importe quel short notice qui se présentera à lui, s'il veut toujours être dans les négociations pour la ceinture. C'est vrai que je pense que l'UFC ne l'a plus à la bonne, mais je pense pas qu'ils peuvent le forcer à affronter quelqu'un, l'avenir nous le dira.
Et ensuite, j'ai Kirous qui me dit quand même assez deck pour Gann, ça allait être la carte de l'année. C'est vrai que c'était une belle carte, une belle exposition, et tu me dis c'est partie remise, mais ça ne sera jamais une aussi belle carte. Si Gann aurait fait une belle prestation sur cette carte précisément, il serait remonté dans l'estime du public, et je pense qu'il en a vraiment besoin en ce moment. En plus, ça aurait pu écourter un potentiel combat Gann à Spinal derrière. Bref, j'y vois que du négatif, même en tant que spectateur, ça sera beaucoup de magie en moins. Ouais, t'as pas tort, c'était une belle carte, en plus ça va être à horaire française, hein, si je dis pas de bêtises, donc pour nous c'était l'idéal. Bon bah écoute, maintenant on verra quelle sera la suite pour lui. Et puis Ares Abyss qui me dit Merab champion, je t'avais dit quoi, c'est qui le patron? 3,5 millions d'habitants et 2 ceintures en Géorgie, au calme. Bah t'as raison, franchement c'est énorme pour le pays, et surtout ces deux champions, tu peux pas dire, tiens, O'Malley quand il est devenu champion, on disait ouais l'UFC a poussé derrière, machin. Là non, les deux ils ont prouvé qu'ils étaient champions vraiment, et puis ils ont une sacrée tâche qui arrive, Topuria contre Holloway, ça va être le moment de confirmer, et puis Merab, s'il prend Oumar Nurmagomedov, on va en parler juste après, ça va aussi être une sacrée tâche, mais c'est le moment de rentrer encore plus dans l'histoire. J'ai Kameda qui me dit par contre j'ai peur du combat Jones versus Stipe. Stipe revient d'un monstrueux KO, inactivité depuis 2021 et il est plus tout jeune. J'ai peur que Stipe nous lâche une prestation de vieillard. Ben, je pense que c'est la peur de tout le monde vraiment, même si j'espère autre chose, j'espère un super combat. Il y a quelques années j'aurais voulu voir ce combat à tout prix, là c'est un peu moins le cas mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis tu ajoutes vivement le combat Oumar contre Merab, je mise ma maison sur Oumar. Et vous? Bon bah déjà je pense que Ares Abyss lui il mise pas sur Oumar. Moi perso j'ai Oumar légèrement devant, mais je sais pas. Je sais pas, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je vois plus Oumar, mais Merab ne cesse de nous surprendre. Donc je dis Oumar, pourquoi? Parce que Oumar, je pense qu'il peut peut-être contrer la lutte de Merab, et ensuite debout, je lui donne un petit avantage. Mais tout est possible, j'espère que Merab va s'entraîner à fond pour ce combat, et qu'on va avoir une vraie guerre. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement. Passez une bonne soirée, salut!